J'ai un peu l'impression de passer après Di Maria et avant Neymar et que moi je suis l'arbitre. En fait, c'est pas hyper glamour ce que je vais vous raconter, mais je crois que c'est à peu près... C'est-à-dire qu'en fait, sans arbitre, il n'y a pas de match de foot. Donc c'est à peu près la même chose en matière de dématérialisation fiscale. Si vous ne connaissez pas les règles, en fait, il y a un risque de carton rouge au moment du contrôle fiscal. C'est-à-dire qu'en fait, votre solution, elle peut fonctionner très très bien. C'est-à-dire que d'un point de vue utilisateur, c'est super, tout le monde est ravi. Et puis un jour, un contrôleur fiscal, vous savez, un petit monsieur avec un pull vert, pas toujours très sympathique, vient vous expliquer qu'en fait, ce que vous faites depuis 3 ans, 6 ans, c'était pas comme ça qu'il fallait faire, et vous afflige évidemment une pénalité qui est rarement négligeable et qui malheureusement va vous faire perdre toute l'économie générée par le fait que vous soyez passé en dématérialisation fiscale. Donc je vais essayer de rendre ça un petit peu dynamique néanmoins et que ça puisse vous marquer. En fait, en France actuellement, depuis le 1er janvier 2013, il y a 3 façons d'émettre des factures. Donc soit, je vais commencer par la signature électronique. La signature électronique, comme nous ont expliqué les personnes précédemment, c'est une signature RGS 2 étoiles qualifiée pour avoir une valeur légale. Donc en fait, c'est un document que vous envoyez et à chaque fois, vous devez le signer. Et la personne qui reçoit le document, mais là, vous connaissez ça beaucoup mieux que moi, doit vérifier que c'est bien la signature qu'elle devait recevoir. Le document est certifié. L'autre solution, c'est l'échange de données informatisées. J'ai beaucoup de clients qui font de l'EDI pour les commandes et autres, et puis de temps en temps, ils se disent « Ah, bah, c'est bon, alors si j'envoie mes commandes en EDI, je peux faire de la facture électronique. » Non, on parle bien d'une facture, un document facture avec toutes les mentions légales qui serait envoyé en EDI. Et puis, il y a des conditions fiscales à respecter. Il faut créer automatiquement un fichier des fournisseurs, un fichier des opérations, il y a un certain nombre de conditions à respecter. Ça, c'est depuis le 1er janvier 2013 et surtout, c'est la piste d'audit fiable. Depuis le 1er janvier 2013, dès que vous émettez une facture, qu'elle soit papier ou électronique, vous devez avoir à disposition de l'inspecteur, s'il vient vous visiter, une piste d'audit, une documentation de piste d'audit qui prouve qu'en fait, vous êtes capable de faire le lien entre toutes vos opérations, que vous avez mis en place en interne des contrôles qui s'assure que la TVA que vous déduisez ou la TVA que vous collectez était bien celle que vous pouviez déduire ou collecter. L'idée, en fait, c'est de faire un lien entre de la commande jusqu'au paiement, de créer un lien continu avec des contrôles et de matérialiser ces contrôles. Donc, avant 2013, vous aviez 2 façons d'émettre des factures, soit les factures papier, soit la facture électronique. Et la facture électronique ne pouvait être que de l'EDI fiscal ou une facture avec signature électronique. Et puis, depuis le 1er janvier 2013, et ça c'est valable dans toute l'Union européenne, vous avez la possibilité d'émettre des factures électroniques comme des factures papier. Attention, en matière de factures électroniques, et c'est une législation européenne, pour les factures électroniques, vous devez obtenir l'acceptation du client. Vous n'avez pas la possibilité d'envoyer automatiquement de vous-même en tant que fournisseur une facture électronique à un client. Il peut vous la refuser. Et la seule acceptation tacite, c'est s'il paye la facture. S'il paye la facture, il reconnaît tacitement qu'il avait accepté la facture électronique. C'est pas parce que... Monsieur, vous soufflez. Ah, j'avais dit, je suis l'arbitre, c'est pas très fun. En pratique, autant en 2013-2014, j'ai pu voir des fournisseurs envoyer des jolies lettres à leurs clients en leur disant que s'ils ne se manifestaient pas à compter du 1er janvier de l'année suivante, ils recevraient des factures électroniques. Il y a bien longtemps que je ne vois plus ce genre de lettres. Généralement, c'est mentionné dans les conditions générales de vente que vous acceptez automatiquement les factures électroniques, quand bien même vous ne savez pas. Après, moi, j'ai un certain nombre de mes clients qui continuent mordicus à se battre contre la facture électronique et qui exigent de recevoir des factures papier. Ça, vous en aurez toujours. Alors, effectivement, depuis le 1er janvier 2013, on peut émettre aussi bien des factures papier que des factures électroniques, mais à une condition, il faut que vous soyez capable de prouver pour chaque facture achat et vente l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture. En fait, ce sont les conditions que votre piste d'audit fiable doit remplir. Donc ça veut dire que la piste d'audit fiable, il faut aussi l'avoir pour la facture papier. Et ça a été la grosse contrainte du 1er janvier 2013, c'est-à-dire libéralisation de la facture électronique, dans le sens où, oui, effectivement, depuis le 1er janvier 2013, vous pouvez envoyer des factures PDF par email, mais vous devez avoir une piste d'audit fiable pour soutenir cet envoi. Et la vraie contrainte, c'est qu'effectivement, depuis le 1er janvier 2013, pour les factures papier, alors que précédemment, la facture papier était vue comme le document
sacré qu'on ne pouvait pas falsifier. L'administration fiscale s'est évidemment rendu compte qu'on pouvait aussi falsifier des factures papier. Et donc, vous devez avoir une piste d'audit fiable. Alors, donc la piste d'audit fiable, elle doit être mise en place par les assujettis qui émettent ou reçoivent des factures papier, par les assujettis qui émettent ou reçoivent des factures électroniques transmises par tout autre procédé que la signature électronique et l'EDI. Ce que j'ai vu tout à l'heure comme la solution d'IVO, typiquement, rentre parfaitement dans une petite partie de la piste d'audit fiable qui serait de valider la qualité de vos fournisseurs, c'est-à-dire est-ce que le fournisseur existe, des choses comme ça. Typiquement, ce que fait IVO, ça rentre parfaitement dans la piste d'audit fiable. Et il y a plein de solutions, je pense, qui vont être présentées aujourd'hui qui rentrent typiquement dans ce genre d'obligation. Alors l'administration fiscale française, dans sa grande mensuétude, nous a donné des éléments sur ce à quoi devait ressembler une piste d'audit fiable. Mais comme elle considère en fait que chaque entreprise doit créer sa piste d'audit fiable à l'aune de sa propre organisation, elle nous a donné des concepts un peu flous. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez taper sur Internet, vous ne trouverez jamais un exemple de piste d'audit fiable. Il n'y en a pas dans la doctrine administrative et personne ne s'est pour l'instant lancé à vendre son projet. Donc, en fait, la piste d'audit fiable, l'administration fiscale nous dit qu'elle doit faire en sorte que les données relatives à la facture soient complètes et exactes et qu'elle n'ait pas été modifiée, que la facture soit adressée à la bonne personne au bon moment, que la facture ne doit pas faire l'objet d'un double traitement ou enregistrement, que les mentions obligatoires figurent sur la facture, et ainsi de suite. Vous avez 18 critères que doit remplir la piste d'audit fiable. Donc, ça veut dire que pour chaque facture, vous devez vous assurer qu'en interne, des contrôles sont mis en place pour garantir ces 18 contrôles. En pratique, pour l'instant, ce sont les sociétés de l'Est de la France qui subissent ces contrôles-là. En fait, c'est la brigade des impôts de Strasbourg qui s'est saisie du sujet et qui est en train de former la France entière. Mais pour le moment, c'est plutôt donc toutes les entreprises Alsace, Lorraine, Moselle qui subissent ces contrôles. Alors, les sanctions. Généralement, c'est ce qui fait que ça vous fait bouger. À l'achat, c'est la remise en cause du droit à déduction de la TVA. Donc, selon le taux de TVA, ça peut quand même faire 20%. Pour l'instant, sur la base du nombre de pistes d'audit fiables que j'ai pu faire, des contrôles fiscaux que j'ai pu suivre, j'ai vu une fois un inspecteur des impôts oser remettre en cause le droit à déduction de la TVA sur les frais généraux. L'inspecteur a estimé que les contrôles qui étaient mis en place en interne n'étaient pas suffisants pour valider la qualité de la piste d'audit fiable sur les frais généraux. Effectivement, en l'occurrence, c'était une assez grosse société, mais une même personne pouvait commander, payer, et donc ça pouvait conduire à la déduction de la TVA. Ce qui serait éventuellement acceptable dans une toute petite société, mais qui dans une grosse société n'est pas acceptable. À la vente, la pénalité pour moi est encore théorique, mais ce serait une pénalité de 50% du montant de la vente, limitée à 5% si les opérations sont correctement comptabilisées. Je pense que c'est plus un sujet d'achat qu'un sujet de vente, la piste d'audit fiable, effectivement. Je crois que l'inspecteur qui osera mettre une pénalité de 50% du montant des ventes n'est pas encore sorti de l'école des impôts. Il faudrait oser. Donc pour l'instant, ce qui se passe en matière de facturation électronique, c'est que les inspecteurs constatent des manquements dans des procès-verbaux de carence, mais n'appliquent pas pour l'instant les pénalités. L'idée, c'est un peu de faire ça de manière pédagogique pour expliquer aux entreprises comment ça se passe. Si ce n'est que ça existe depuis le 1er janvier 2013. Donc moi, j'ai certains de mes clients qui vont bientôt avoir le 2e contrôle fiscal sur ce sujet-là. Évidemment, dans l'Est de la France, toujours. Donc ça veut dire que sur la première année... Alors attendez, je crois que j'ai mis l'exemple. Voilà. Donc ça, c'est un rappel à la loi où on explique en fait, où l'inspecteur a expliqué ce qui n'allait pas dans la piste d'audit fiable de mon client. Bien que de nombreux contrôles soient mis en place, ces derniers n'ont pas encore été suffisamment décrits, documentés et formalisés. Certains contrôles non totalement intégrés au système d'information ne sont également pas encore suffisamment décrits, documentés et formalisés. Et l'effectivité des contrôles et les résultats des contrôles ne sont ni archivés ni intégrés à la documentation relative à la piste d'audit fiable. À ce jour, votre piste d'audit fiable ne peut donc pas être considérée comme fiable. On vous annonce les pénalités, et donc à la fin, il est demandé à l'entreprise de mieux formaliser et de documenter ses contrôles, de les archiver et d'établir une documentation de la piste d'audit fiable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prochaine fois qu'on vient, on appliquera les pénalités si vous n'avez pas mis en place les recommandations que nous avons faites.
Voilà, donc pour l'instant, c'est gentil, mais bientôt, à terme, on aura des vrais contrôles sur ce point-là. Jusqu'à présent, les questionnaires en matière de pistes dites fiables étaient assez faciles à gérer, c'est-à-dire qu'en fait, l'inspecteur prenait des exemples de factures et vous demandait de lui expliquer comment ça se passait au sein de l'entreprise et de décrire les processus pour chacune des factures. Donc ça, c'était en 2013. Et depuis, ça s'est complètement professionnalisé également. Et donc, on a des nouveaux questionnaires où, en fait, les inspecteurs des impôts vont dans le paramétrage du système d'information ou du système de facturation. Vous avez un vrai contrôle fiscal informatisé qui vient vérifier, en fait, par exemple, tout ce qui est mention sur facture. Comment peut-on s'assurer dans votre système d'information que toutes les factures comportent bien l'ensemble des mentions? Et on va vous demander, dans le cadre du contrôle fiscal, toutes les informations relatives au contrôle que vous avez pu mettre en place, et notamment tout ce qui est description de l'archivage des contrôles, la liste des anomalies, effectivement, qui auraient pu être générées par ces contrôles. On va vous demander, par exemple, les données d'horodatage des contrôles CEPAF, la listing des traitements batch relatifs au CEPAF, les dates de validation des résultats des contrôles CEPAF. On est en train de passer dans une deuxième catégorie de contrôle fiscal, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus sur le papier et le crayon et on regarde les bilans. Maintenant, on est sur des contrôles fiscaux informatisés en matière de facturation. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que désormais, on demande à ce que les réponses soient datées et signées par le représentant de l'entreprise. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, j'ai un certain nombre de clients qui fournissent à l'administration fiscale la piste d'audit fiable de leurs rêves, mais qui, une fois qu'on la teste, se révèle complètement insuffisante. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 50% des factures à peu près qui passent par ce processus, et puis 50%, oui, mais il y a certaines dépenses, et ça dépend de la responsabilité du dirigeant. Alors, ce n'est pas la même procédure, ou selon les montants, ce ne sont pas les mêmes procédures. Donc ça, c'est ce qui intéresse en ce moment l'administration fiscale, c'est la piste d'audit fiable. Il y a un autre sujet aussi sur lequel je voulais revenir pour remettre les choses un petit peu à plat. Donc, depuis le 1er janvier 2013, pour émettre des factures, on peut émettre des factures comme vous voulez de manière électronique, mais il faut une piste d'audit fiable. De la même manière, pour tout ce qui est conservation des factures, il faut conserver la facture originale. C'est ça la règle absolue. C'est-à-dire qu'en fait, non, on ne peut pas imprimer du PDF. Ça ne sert à rien. Enfin, si, vous pouvez le faire. Mais il faut conserver le PDF. Toutes les factures doivent être conservées sous leur format original et originel pendant 6 ans à compter de la date d'émission de la facture ou la date de la dernière opération mentionnée dans la comptabilité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les factures électroniques, elles doivent systématiquement être conservées sous format électronique. Généralement, ce qui se passe dans les comptabilités classiques, dans les services comptables classiques, le comptable reçoit la facture par email, il l'imprime. L'email, au mieux, il est laissé dans la boîte mail, au pire, il est supprimé. Et puis, c'est ce document qui a été imprimé qui sert de pièce comptable et d'original de la facture. Eh bien non, il faudrait... Alors, on peut toujours l'imprimer et s'en servir comme d'une pièce comptable, mais effectivement, vous devez absolument conserver les documents, l'original électronique. Et il n'y a plus un seul inspecteur des impôts qui va vous croire si vous lui dites que vous recevez tout en papier. C'est-à-dire qu'en fait, bien sûr, tout le monde sait à peu près que EDF, SFR, Orange n'envoient plus de documents papier, qu'il faut aller cliquer sur un lien pour aller télécharger la facture. Je vous invite à vous intéresser à ces sujets-là. Autant sur les grandes sociétés, il n'y a pas de sujet. Les factures sont conservées longtemps, autant sur les petites sociétés qui vous envoient des liens pour télécharger les factures. Je vous invite à aller télécharger les factures, puisqu'effectivement, quand elles mettent la clé sous la porte ou des choses comme ça, on est toujours surpris d'apprendre que vous n'êtes pas allé chercher vos factures. Et puis pour défendre après en contrôle fiscal la déduction de la charge ou la déduction de la TVA, c'est plus compliqué. Une petite anecdote pour vous dire à quel point je pense que vous avez encore du travail sur tout ce qui est gestion de la donnée, qualité de la donnée. Il y a un opérateur de facture électronique, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Biprocess, qui a arrêté ses opérations, puisqu'il a été racheté, et donc qui a dit à ses clients, n'hésitez pas à venir me voir pour que je vous rende vos données. Il n'y a pas la moitié des gens, il n'y a pas la moitié des sociétés qui sont allées récupérer leurs données. Et donc la société n'existe plus, elle ne travaille plus. Donc la plupart des gens n'ont plus leurs données originales de facturation. Ce qui, moi, m'horrifie. Mais bon, apparemment, d'un point de vue business, je pense que le risque fiscal, malheureusement, n'est pas pris en compte parfois dans les décisions de gestion. En matière de stockage des factures,
Sachez que les factures papier doivent être stockées sur le territoire français et que les factures électroniques, en principe, doivent être stockées, enfin doivent être conservées dans un État, bien sûr en France, ou dans un État qui a signé avec la France une convention prévoyant une assistance mutuelle ou un droit d'accès en ligne. J'attire votre attention sur le fait que les États-Unis et la Suisse n'ont pas de telles conventions. Ça pose évidemment aussi le problème du cloud. Parce que le cloud, je ne crois pas que les opérateurs soient en mesure de répondre à la question où sont stockées les factures. Je me trompe peut-être. Mais effectivement, voilà, évidemment, l'Iran, la Corée du Nord non plus, n'ont pas signé cette convention. Donc généralement, on est sûr que les États membres de l'Union européenne l'ont signé. Évidemment, attention au Royaume-Uni, puisque à suivre effectivement en ce moment-là. Donc ça, c'est un vaste sujet, surtout que moi, j'ai déjà eu des contrôles fiscaux où en fait, on n'a jamais retrouvé les factures. C'est surtout ça. Effectivement, avec certains prestataires de services plus ou moins diligents. Alors, la nouveauté de l'année 2017, c'est que autant les factures électroniques, vous ne pouvez pas les imprimer, mais vous devez absolument les conserver en électronique, mais depuis le mars 2017, vous pouvez numériser les factures papier. Donc si vous avez reçu des factures papier, donc quand je dis factures papier, je dis bien des factures reçues par la poste, dans une enveloppe, vous pouvez désormais les numériser. Ça, c'est tout à fait possible. Mais les conditions sont non négligeables. C'est-à-dire qu'en fait, la facture numérisée doit être la reproduction fidèle, les opérations d'archivage doivent être documentées, et afin de garantir l'intégrité des fichiers issus de la numérisation, un dispositif doit être un dispositif assez strict de mon point de vue doit être mis en place, soit un cachet serveur, soit une empreinte numérique, soit une signature électronique, soit un dispositif de sécurité équivalent, et chaque fichier doit être horodaté. En pratique, pour l'instant, chez la plupart de mes clients, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une solution qui est proposée. Ça permet effectivement d'avoir tout en électronique, aussi bien les factures électroniques que les factures papier. Mais quand il s'agit de conserver une facture qu'on a reçue électroniquement, on n'a pas besoin de toutes ces mesures. Donc je crois que c'est quand même beaucoup plus simple de recevoir une facture électronique, de la conserver sous format électronique, que de numériser une facture papier. Donc l'idée, effectivement, à moyen terme, c'est d'inciter l'ensemble des opérateurs à utiliser la facture électronique. D'ailleurs, quand M. Macron était ministre des Finances, il aurait voulu en fait ne plus imposer une nouvelle mention sur les factures, qui aurait été l'adresse email de la compta fournisseur. Puisqu'effectivement, c'est toujours joli d'envoyer de la facture électronique, mais parfois c'est l'organisation sur qui doit recevoir la facture n'est pas forcément toujours très bien organisée dans les entreprises.